Je vais vous rappeler quand même dans quelles circonstances nous accueillons notre cher député qui a fait une conférence de presse. Il prendra la parole après pour vous expliquer son activité à Bruxelles. Je vais vous parler un peu de l'activité nazérienne. On va d'abord lui remettre un diplôme à notre ami Gilles Le Breton. Vous pouvez découvrir ce panneau, s'il vous plaît? Alors, c'est pour, avant de le découvrir, c'est pour remercier le travail de Gilles au Parlement européen pour la défense de l'industrie française et spécifiquement la lutte qu'il mène avec nos députés contre la directive de détachement des travailleurs. Nous lui remettons ce prix d'amitié de l'industrie française. Nous considérons Gilles comme l'ami de l'industrie française. C'est très gentil. Je ne l'attendais pas du tout. Il a été signé par les élus municipaux de la région nazérienne. D'accord. Ben, je le mettrai en bonne place chez moi. Ça me rappellera que vous comptez sur moi. Voilà. Ben, je vous parlerai tout à l'heure de la directive détachement. D'ailleurs, c'est à l'ordre du jour, justement. On est en train d'en parler au Parlement. Donc ça tombe très bien. Ben, merci beaucoup. Bon, bah, en attendant que Gilles prenne la parole, je vais vous rappeler un peu l'activité du Front National à Saint-Nazaire. Par exemple, hier, nous avions un conseil municipal. Donc, hier, officiellement, nous avons demandé au maire de démissionner son premier adjoint, qui, comme vous le savez tous, a traité notre ami Gauthier Mouchet de nazillon, de facho et de nazillon, dans un tweet qu'il a envoyé à la presse locale. Donc, suite à ça, Gauthier a porté plainte devant le tribunal de grande instance pour insulte publique, parce que le tweet était envoyé à tous les journalistes nazériens. Ce qui est une insulte, je pense, importante. À notre demande de démission, ni le maire, ni le conseil municipal n'a répondu. Donc, on voit l'intérêt qu'ils portent. Ils sont sans arrêt parler de vivre ensemble. Et quand on parle des lois républicaines, ils sont très peu aptes à l'appliquer. Autrement, aujourd'hui, nous en profitons de la venue de Gilles Le Breton pour lancer à Saint-Nazaire et dans la région nazérienne un nouveau collectif du Front National qui a été créé en 2015 par un ami du Front National, Dominique Bourse-Provence. C'est un ancien cadre syndical de la CNDT, conseiller prud'homal. Donc nous devons être une des premières fédérations, une des premières villes à mettre en place ce front syndical. Qu'est-ce que le front syndical? Ce n'est pas un nouveau syndicat. C'est un cercle de réflexion qui va regrouper des syndiqués de tous les syndicats, que ce soit la CGT, la CFDT, Force ouvrière, enfin tous les syndicats existants. Ce sera un cercle de réflexion qui sera là pour faire avancer le syndicalisme sur ce que nous désirons sur les syndicats. Un syndicalisme plus national et de franche opposition au gouvernement, aussi bien celui-là que d'autres. Donc on peut considérer que c'est un grand pas dans la région de créer ce front syndical. En espérant beaucoup de nos amis nous rejoindront. Ben écoutez, je ne vais pas être plus long sur ce sujet. Je pense que Gilles a des choses à lui dire sur son activité. Très bien, merci Jean-Claude. Je suis très heureux d'être là pour la troisième année, conformément à une tradition maintenant qui est bien établie. Merci aussi aux patrons d'établissement de nous accueillir toujours avec sympathie. Je suis très sensible à leur accueil, d'autant que la première fois qu'on est venu là, c'est dans le cadre de la campagne électorale, hein, j'ai pas oublié. Tout à fait. Et donc c'est bien que des commerçants n'hésitent pas aussi à accueillir comme ça des représentants du Front National, parce qu'il ne faut pas se laisser intimider. Alors, moi je suis là pour évidemment vous parler de mon travail, mais mon travail ces dernières semaines a recoupé deux événements très importants dont vous avez tous entendu parler, le Brexit et puis l'annulation de l'élection présidentielle en Autriche. Alors nous avons formé depuis 1 an maintenant avec 8 nationalités partenaires, un groupe parlementaire au Parlement. Ce groupe s'appelle l'Europe des Nations et des Libertés, donc en abrégé ENL. Alors quelquefois on nous signale sous le sigle anglais, donc ça fait ENF, Freedom pour Liberté, donc ça c'est la même chose, hein, ENL, ENF c'est la même chose. Et nous nous réunissons périodiquement pour préparer notre travail, notre programme en commun, pour accorder nos violons en quelque sorte. Et on a beaucoup de chance parce qu'on avait décidé de programmer 2 réunions, l'une à Vienne et l'autre, donc chez notre partenaire autrichien,
pour des raisons faciles à comprendre, c'est que les Autrichiens sont à l'honneur cette année, donc c'était à eux de nous accueillir. Et puis l'autre en Belgique, tout simplement, parce que c'était pratique, puisqu'on était déjà sur place à Bruxelles. Et à chacune de ces réunions s'est passé un événement extraordinaire. À Vienne, nous avons appris, c'était il y a déjà 3 semaines environ, eh bien, nous avons appris que l'élection présidentielle allait être annulée. On a rencontré des juristes là-bas, des juristes autrichiens, qui nous ont confirmé que le dossier était accablant et que, en réalité, l'élection allait être annulée officiellement pour irrégularité, mais en réalité pour fraude. Faut appeler un chat un chat. Il semble bien que M. Hofer, notre partenaire du FPO, ait gagné l'élection présidentielle et qu'il y ait eu manipulation au niveau du dépouillement des bulletins pour déclarer l'autre vainqueur. Donc c'est quelque chose d'énorme ce qui est en train de se passer, puisque c'est la preuve que nos adversaires, qui nous donnent toujours des leçons de démocratie, eh bien, ont violé la règle fondamentale de la démocratie, qui est de respecter la volonté du peuple. Si on ne respecte plus la volonté du peuple, si on commence à inverser les résultats en manipulant des bulletins, c'est fini. On n'est plus dans la démocratie. Donc c'est énorme. Et moi je pense que ça va avoir un effet dévastateur, puisque du coup le deuxième tour de l'élection présidentielle va être rejoué. Et je pense que les électeurs vont en tirer les conséquences. Et normalement, dans un cas comme ça, on vote massivement pour la victime de la fraude. Donc moi j'ai bon espoir de voir notre partenaire gagner l'élection présidentielle. N'écoutez pas la presse officielle qui prétend que ça va être l'inverse, que du coup les gens ont eu tellement peur que M. Hofer gagne qu'ils vont voter massivement contre lui. Moi je n'en crois rien. Et j'en veux pour preuve l'accueil que nous avons reçu à Vienne. Donc on arrivait évidemment escalité, tout le monde savait qu'on était des eurodéputés alliés du FPO, et franchement on a été très très bien accueillis par la population. On a profité de notre séance là-bas pour faire un très grand meeting, lors de laquelle M. Hofer et Marine Le Pen sont intervenus, également M. Stracheux, qui est le chef du FPO là-bas, et je peux vous dire que c'était une ambiance indescriptible, une ambiance vraiment déjà qui donnait un avant-goût de victoire. Une sorte de pyramide de verre avait été louée, il y avait 1500 personnes dedans, et Marine Le Pen, M. Stracheux, M. Hofer sont arrivés par le fond de la salle, vous savez, un peu comme dans certains concerts de Johnny Hallyday, et il fallait quasiment l'ambiance tellement indescriptible qu'il fallait quasiment quelqu'un pour fendre la foule devant eux. Et puis tout le monde agitait le drapeau autrichien, et ce qui était très bien pour nous, au-delà de cette atmosphère de soutien populaire, un très bon enfant. Les gens buvaient aussi, mangeaient des saucisses, c'est la tradition autrichienne, c'est très festif, c'est très agréable ce genre de meeting. On mange quasiment en même temps qu'on écoute les orations. Comme ça, je sais qu'on va boire beaucoup de bière. Eh bien, ça c'est pas le plus agréable non plus. Mais ce qui a été en plus particulièrement bien pour nous, c'est que Marine Le Pen a franchement reçu une ovation. Autant que les politiques autrichiens qui étaient là. Et donc on a été surpris de la chaleur de cet accueil, et Stracheux dans son discours a expliqué que Marine Le Pen c'est devenu vraiment, pour les patriotes de tous les pays, quelqu'un de très important partout en Europe. C'est un peu leur figure de proue. Parce que nous a expliqué Stracheux, l'Autriche est un petit pays par rapport à la France, donc c'est très important pour eux de voir que dans un grand pays européen comme la France, eh bien, on arrive nous aussi à percer et en quelque sorte à montrer l'exemple. Et je dois dire qu'ils ont fait preuve de beaucoup d'humilité. Même M. Hofer avait l'air plutôt admiratif de Marine Le Pen, alors qu'il venait pourtant de réaliser un score canon. Il aurait pu au moins se poser sur un pied d'égalité. Eh bien non. Véritablement, ce que je tire moi de cette réunion, c'est quelque chose que j'avais déjà constaté avant, c'est que tous ces patriotes européens reconnaissent Marine Le Pen comme leur chef de file. Il faut le savoir, dès que je vais dans un pays européen, je ressens ça, et même en Autriche, je l'ai ressenti. Donc ça prouve que nous sommes tous unis entre nous, qu'on tire tous dans le même sens, et que ça renforce nos chances de gagner. Je pense aussi que pour Hofer, puisque l'élection va être jouée, c'était important de recevoir le soutien public de Marine Le Pen. Comme Marine est populaire, je pense que ça peut lui attirer des voix de certaines personnes qui hésitent, parce que le fait que nous nous renvoyions la balle, comme ça que nous aidions mutuellement, ça permet de renforcer aussi la crédibilité internationale de notre partenaire.
Donc ça, c'est vraiment une très très grande nouvelle et évidemment, on espère qu'une fois qu'Hofer sera élu, ça donnera des idées au peuple français pour élire Marine Le Pen l'année prochaine. C'est évidemment ce qu'on espère. C'est un événement très important pour nous, très important, ça nous ouvre la voie. Le deuxième événement important, c'est bien sûr le Brexit. Et là, on s'y attendait, nous aussi, on s'y attendait. Et c'est la raison pour laquelle on avait fait notre deuxième congrès en Belgique exactement le jour et le lendemain du Brexit. On s'attendait à fêter ça en direct et on n'a pas été déçus. Les Anglais, contrairement à tous les pronostics, ont décidé de quitter l'Union européenne et ça valide tout à fait notre projet, puisque nous, au Front National, nous voulons également que la France quitte cette Union européenne. Alors bien sûr, pas pour se replier sur nous-mêmes, pour ensuite forger des relations amicales avec les autres États européens, mais dans un autre cadre. L'Union européenne, ça ne peut plus marcher. C'est une organisation qui est dominée par la Commission de Bruxelles, qui est une commission de fonctionnaires, de technocrates. Il n'y a rien à sauver là-dedans, croyez-moi. Il faut faire table rase et repartir sur des bases neuves. Eh bien, ce projet que nous avons, très ouvertement, il a été validé en quelque sorte par le peuple anglais. Les Anglais ont fait la même analyse que nous. Donc on ne peut plus dire maintenant que nous sommes des extrémistes, qu'on a des idées farfelues, etc., puisque tout un peuple, et quel peuple? Un peuple britannique qui sait ce qu'est la démocratie quand même, eh bien, a fait le choix qui correspond à nos engagements. Donc évidemment, c'est pour nous très encourageant. Je vous rappelle que parmi nos alliés, nous avons une Britannique. Il y a dans notre groupe de 9 nations une eurodéputée britannique, donc qui était évidemment folle de joie. Il y a également les Anglais de Farage qui sont dans un groupe différent mais avec lesquels aussi on a noué, vous l'imaginez, des relations de grande sympathie puisqu'on combat tous ensemble la Commission de Bruxelles. On vote très souvent les mêmes choses contre les propositions de la Commission de Bruxelles. Moi-même à Bruxelles, je siège à côté d'un eurodéputé britannique du UKIP qui s'appelle Nathan Gill et avec lequel j'ai évidemment noué des liens de sympathie. Donc ça a vraiment été un très grand moment de joie que d'apprendre cela. Et là encore, c'est un deuxième événement qui est très important pour nous. Parce qu'on ne pourra plus dire en 2017 qu'on est farfelu de vouloir quitter l'Union européenne, qu'il va nous arriver tout un tas de problèmes, etc. Non. Vous allez voir dans les mois qui viennent que le Royaume-Uni va continuer à se porter aussi bien que d'habitude sur le plan économique. Pour moi, ça ne fait aucun doute. La bourse, un peu, parce qu'elle ne s'attendait pas à cet événement, va se stabiliser. Et du coup, on ne pourra pas nous opposer le fait que le Frexit, ce serait une aventure dangereuse. Et c'est pour ça d'ailleurs que la Commission en avait si peur. C'est un premier domino qui tombe. Et si vous suivez l'actualité, vous avez vu que le président tchèque vient de dire que lui, il souhaiterait qu'il y ait aussi un référendum dans son pays sur la sortie de la République tchèque de l'Union européenne. Alors, ça n'est pas acté, bien sûr, puisque d'après la Constitution tchèque, le président de la République tout seul ne peut pas organiser le référendum. Mais c'est très important qu'un chef d'État tienne un propos pareil. Ça veut dire qu'on n'est pas farfelu, qu'on est probablement dans le sens de l'histoire, que cette Union européenne qui était un beau rêve au départ, qui est née au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, s'avère un cauchemar, ça ne marche pas, et donc les nations sont en train en réalité de s'en apercevoir. Alors, outre ces deux événements qui nous ont donc beaucoup occupés, eh bien, nous avons eu bien sûr des dossiers plus techniques, mais tout d'abord, pour vous montrer à quel point c'est important le Brexit, c'est tellement important que le Parlement européen a fait une session spéciale en début de semaine, ce mardi. Donc on a été obligé de revenir tous précipitamment à Bruxelles, ce n'était pas prévu qu'on soit à Bruxelles ce mardi-là, uniquement pour parler du Brexit. Et bien sûr, en notre nom à tous, c'est Marine Le Pen en personne qui a fait un très beau discours, qui a été largement diffusé sur les réseaux sociaux. Nigel Farage, lui aussi, évidemment, s'est félicité du Brexit, a fait un discours très intéressant dans lequel il montrait que le Royaume-Uni, bien sûr, continuerait à entretenir des relations amicales avec les autres pays. Le Brexit, ça ne signifie pas, encore une fois, qu'on se replie sur soi. Et on a vu là que la Commission de Bruxelles était quand même là très atteinte. Hein. Ses fonctionnaires étaient abasourdis, catastrophés.
Ils pensaient que toute l'Europe avait vocation peu à peu à être intégrée dans leur Union européenne, et ils s'aperçoivent que ça ne sera pas le cas. Ça sera pas le cas. Avec Juncker, qui a fait un discours absolument calamiteux à tout point de vue, qui était dans un état de désespoir qui était assez visible en réalité. Je veux dire qu'on s'est beaucoup moqué de lui, pour vous dire la vérité, et qu'on a contribué beaucoup à le déstabiliser. Je pense que la vidéo qui passe sur le site officiel du Parlement ne rend pas compte de l'ambiance qu'il y avait à ce moment-là dans le Parlement, qui était vraiment une ambiance de fête parmi les patriotes. Alors, ce qui est drôle avec l'Union européenne, c'est que malgré tous ces événements qui devraient quand même l'inciter à réfléchir sur son avenir, mais pas du tout. L'Union européenne continue à avancer ses dossiers, à s'emparer de tous les domaines, comme si de rien n'était. Alors je vais bien sûr vous parler des sujets qui sont les plus intéressants, ceux dont vous avez déjà entendu parler. Le premier exemple, c'est la directive détachement, justement, puisque on en parlait à l'instant. C'est un texte de 1996 qui permet, vous le savez, à des employeurs nationaux de faire venir des travailleurs européens dans leur pays en payant les charges sociales dans le pays d'origine. Ce qui fait que pour nous Français, évidemment, c'est catastrophique, puisque avec ce système, un travailleur d'Europe de l'Est coûte moins cher à un employeur français qu'un travailleur français. C'est-à-dire qu'on organise une sorte de préférence étrangère avec ce système. C'est ça qui est très choquant. Alors, les Français l'ont compris, la directive détachement est devenue assez impopulaire, il faut bien le dire. Elle devient impopulaire aussi dans d'autres pays très avancés. Et un peu sous pression, la Commission de Bruxelles a été obligée, comme quoi on obtient des résultats, sous notre pression, la Commission de Bruxelles a été obligée d'essayer d'amender le texte pour le rendre un peu moins nocif. Alors ça, c'est la version officielle. Il s'agit d'améliorer le système, dit la Commission. En réalité, c'est évidemment un leurre, c'est de la poudre aux yeux. La Commission ne veut pas réellement faire évoluer le système. Elle cherche à nous rassurer, mais sans rien changer. Alors, en quoi consiste le projet de nouvelle directive? Eh bien, il s'agit de dire que désormais, le travailleur détaché devra avoir, dans le pays où il travaille, non plus un salaire minimum, c'était le terme retenu jusque-là, mais un salaire équivalent à ceux des travailleurs nationaux de même niveau. Donc vous voyez qu'on remplace le salaire minimum, qui a donné lieu à beaucoup d'abus, en fait, on le remplace par la notion de salaire équivalent, pour essayer de moraliser un peu le système. Donc ce qu'on voudrait, parce qu'officiellement voudrait la Commission, c'est que le travailleur détaché ait exactement le même salaire que le travailleur national. Alors par contre, bien sûr, rien ne changeait pour les charges sociales. Les charges sociales, on les paye toujours dans le pays d'origine. Alors c'est de la poudre aux yeux, pourquoi? Parce que moi j'ai assisté au débat, je suis le rapporteur en second de ce projet, je me porte généralement volontaire pour m'occuper de tous ces sujets-là, et ayant assisté au débat, je me suis rendu compte qu'il y avait un flou artistique volontaire sur la notion de travail équivalent, de salaire équivalent. Et donc à mon avis, c'est juste un arrangement pour rassurer l'opinion publique, mais dans la réalité, ça ne changera rien. Les travailleurs détachés continueront, à mon sens, à être payés moins que les travailleurs français. Et en plus, de toute façon, l'élément essentiel de ce système qui est le plus nocif, le fait que les charges sociales sont payées dans le pays d'origine, ça, de toute façon, ça n'est pas changé. Donc, vous voyez, moralité de cette affaire, l'Union européenne s'argoute, mais comme elle est très impopulaire, elle est obligée quand même d'essayer de faire un geste, de faire semblant d'avancer. Deuxième exemple, c'est Schengen. Alors Schengen, vous le savez, vous suivez l'actualité, ça a complètement explosé. Le système de Schengen, ça consiste d'une part à abolir les contrôles aux frontières nationales, et d'autre part, en contrepartie, en quelque sorte, à faire peser tout le contrôle de l'immigration sur les frontières extérieures de l'Union européenne. C'est-à-dire, ça pèse essentiellement, à l'heure actuelle, sur l'Italie et sur la Grèce. Alors, ça ne marche pas du tout. Hein. L'Italie et encore plus la Grèce sont complètement envahies de migrants. Et donc, à partir de là, il y a deux façons de réagir. La façon du Front National, ça consiste à constater que Schengen, ça ne marche pas. Et donc, on propose de revenir au système ancien, qui a fait ses preuves, le contrôle national aux frontières intérieures. Et donc, la fin de Schengen. Et l'Union européenne, vous l'imaginez bien, a fait le choix inverse. Elle cherche à sauver, même à renforcer Schengen. Donc qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils sont en train de voter deux mesures.
Et là encore, je me suis fait élire rapporteur en second, rapporteur fictif dans le jargon européen. Fictif, tout est bizarre en Europe. Fictif, ça veut dire en second. Rapporteur principal, évidemment, je ne pouvais pas, parce que rapporteur principal, s'ils me mettent rapporteur principal, moi je fais tout capoter d'office, hein, donc c'était pas possible quand même. Mais en deuxième, ils ont quand même accepté. Et donc, de quoi s'agit-il? Alors, première de ces deux mesures, c'est la création d'une nouvelle agence qui va remplacer Frontex, une agence, une sorte de super Frontex, qui va être une agence de garde-frontière européen. Donc, chaque État va prêter à cette agence un petit contingent de gardes-frontières, et cette agence va donc diriger ces gardes-frontières et va les mettre là où on en aura besoin. Donc évidemment, dans l'immédiat, ça sera en Grèce. Alors c'est un mauvais système parce que c'est une nouvelle atteinte à la souveraineté nationale, puisque ce que prévoyait le texte dans sa mouture d'origine, c'est que la Commission de Bruxelles pouvait imposer ces gardes-frontières européens à un État, même s'il n'en voulait pas. Donc, vous imaginez la gravité de la situation. Donc, ça, c'est un passage que j'ai réussi à faire réécrire. Et maintenant, le passage qui prévoit ça est plus flou, ce qui donnera au moins une chance à un État qui voudrait résister, eh bien, de s'arc-bouter sur le texte en prétendant que ça n'est pas dit clairement qu'on peut s'opposer à sa volonté. Voilà. Donc, j'ai réussi à faire reculer quand même un peu l'Union européenne sur la rédaction de cette phrase qui était à mon sens la disposition la plus dangereuse pour notre souveraineté, hein, parce qu'on parle de la Grèce pour l'instant. Mais qui vous dit qu'un jour la Commission ne va pas décréter que nous surveillons mal nos frontières et qu'elle ne va pas vouloir nous envoyer des gardes-frontières européens? On ne sait jamais, hein, il faut être extrêmement prudent. Voilà, enfin, c'est quand même plutôt une mauvaise nouvelle que cette super agence, une de plus, qui est en train d'être créée. Alors officiellement, sa création devrait être votée à la prochaine session, la semaine prochaine, donc dès ce mois de juillet. La deuxième mesure, c'est une liste des pays sûrs. Alors qu'est-ce qu'un pays sûr? C'est un pays vers lequel on peut refouler les migrants sans qu'ils craignent pour leur vie. Alors la France a déjà une liste de 16 pays sûrs, le Royaume-Uni c'est 26, bon, d'autres pays ont leur propre liste, et l'idée de l'Europe, c'est de remplacer ces listes nationales, qui ont pourtant fait leurs preuves, par une liste européenne unique. Alors ça c'est déjà choquant, c'est une nouvelle atteinte à notre souveraineté. Jusqu'à présent on pouvait avoir notre propre liste de pays sûrs, maintenant ça sera fini. Et en plus il y a un deuxième problème, c'est que comme l'Europe est quand même relativement immigrationniste, vous l'avez compris, malgré ses discours, eh bien dans la liste de pays sûrs qu'elle nous propose, il n'y a que 8 ou 9 pays, ils hésitent sur le 9e, 8 ou 9, alors que nous on en avait beaucoup plus, 16 en France et même 26 au Royaume-Uni. Donc ça veut dire qu'il va être beaucoup plus difficile demain de renvoyer des migrants qu'aujourd'hui, puisqu'on va passer de 16 pays sûrs en ce qui concerne la France à 2 fois moins. Donc ça sera 2 fois plus difficile de renvoyer les migrants. Donc vous voyez, au niveau de la communication, la Commission de Bruxelles essaye de nous faire croire qu'on progresse, qu'on va se protéger mieux. Dans la réalité, quand on connaît le dossier, c'est pas vrai, c'est tout l'inverse. Et toute l'œuvre de l'Union européenne, c'est toujours ça. Il y a toujours une communication qui est bien faite, qui trompe les gens, et quand on creuse les dossiers, on s'aperçoit qu'en réalité, c'est tout l'inverse. Alors, je peux vous donner un autre exemple de cette duplicité. C'est sur un dossier dont les médias ne parlent pas, mais il m'est cher, puisque j'ai beaucoup travaillé sur lui, et là, autant vous le dire tout net, j'ai perdu, hein, j'ai rien obtenu. C'est sur la Cour de justice de l'Union européenne. Vous savez qu'au sommet de l'Union européenne, il y a une Cour de justice qui tranche, qui est très importante parce qu'elle tranche les litiges entre les États et l'Union européenne. Donc c'est une Cour très importante qui a le droit, le pouvoir de condamner la France. Alors jusqu'à présent, il y avait 28 juges, un par État, et la Commission de Bruxelles, à la demande du président de la Cour, l'ancien président qui était un grec, qui avait une très mauvaise réputation, qui s'appelait M. Skouris, eh bien la Commission nous a proposé de doubler le nombre de juges de la Cour, c'est-à-dire de passer de 28 à 56. Alors, ça représente beaucoup d'argent, hein, parce qu'il faut que vous sachiez que chaque juge nous coûte 1 million d'euros par an. Donc 28 de plus, ça fait 28 millions d'euros de plus par an. Alors la question que je me suis posée, c'est est-ce qu'on en a vraiment besoin? Et en tant que parlementaire, j'ai demandé à auditionner les juges
sur les 28 juges qui existent, j'ai demandé à ce qu'on les entende, qu'ils viennent nous dire eux-mêmes s'ils avaient besoin de collègues ou pas. C'est la première des choses à faire quand on y réfléchit. Alors il a fallu beaucoup insister. Dans un premier temps, non, c'est pas la peine, etc. Bon, je dis si, c'est la peine. Bon. Et finalement, ma grande surprise, les autres eurodéputés ont embrayé. Ils disent, oui, ça nous intéresse d'entendre les juges. Bon, très bien. Donc on a entendu les juges. Le jour de la réunion, figurez-vous qu'un incident assez grave survient. C'est la seule fois que ça m'est arrivé. Alors l'audition était opérée par la commission dans laquelle je siège. Eh bien, on a essayé de m'interdire l'entrée de ma propre commission ce jour-là. C'est quand même incroyable. Alors, sous un prétexte fallacieux, c'est que c'était, soi-disant, une réunion technique et pas une réunion de fond. Et quand c'est des réunions purement techniques, on peut comme ça interdire l'accès à certains parlementaires. Sauf que là, ce n'était pas technique. Il s'agissait d'auditionner des juges sur un projet de première importance. Donc, j'ai réussi à rentrer, non sans difficulté. J'ai bientôt fini, hein, rassurez-vous, si je vois qu'il y a des gens qui veulent manger. J'ai réussi à rentrer non sans difficulté, et là, j'ai pu demander aux juges, avec d'autres parlementaires, si on avait vraiment besoin d'autant de juges supplémentaires, et ils m'ont dit ils m'ont donné le chiffre de juges dont ils avaient vraiment besoin. Et tenez-vous bien, ce chiffre, c'est assez surprenant, même moi j'étais surpris, c'est 0. 0, c'est-à-dire que les 28 juges ont dit qu'il n'y a pas besoin de collègues, qu'il suffisait à 28 pour gérer le stock d'affaires. Alors là, j'ai pensé que c'était gagné. Pas du tout. Bien que le propre rapporteur principal du projet, qui était un Portugais qui s'appelle M. Pinto, et qui n'est pas du tout de notre bord, c'est un centriste très européiste, Pinto, entendant tout ça, a fait un rapport négatif contre le doublement de juges, ce qui est très rare. En général, on choisit le rapporteur parce qu'il est très pro-européen, pour qu'il fasse un rapport positif. Et là, Pinto, de façon assez honnête, n'a pas fait le rapport qu'on attendait de lui. Il a reçu des pressions, le pauvre, vous imaginez pas. Et donc, il a fait le rapport négatif. Il a dit qu'il ne voulait pas qu'on crée 28 juges. Eh bien, que s'est-il passé? On a quand même créé les 28 juges supplémentaires. Alors, qu'est-ce que ça cache? Communication officielle, on en avait absolument besoin, etc. Dans la réalité, oui, bien que ça n'est pas vrai, je peux en attester. Donc, en réalité, il s'agissait de créer 28 postes. Voilà, des fromages, des petits fromages, qu'on a distribués à droite et à gauche. Et voilà. Et la justice n'en sort évidemment pas grandi, et le Parlement non plus, puisque le Parlement a accepté de voter tout ça. Alors évidemment, pas le groupe ENL, vous l'imaginez bien, mais les grands groupes, les sarkozystes, du PPE, les socialistes, même les centristes, contre l'avis de leurs propres camarades, etc. Tout ce joli monde a voté pour le doublement du nombre de juges. Donc voilà, il faut savoir à qui on s'attaque. Notre adversaire, ce sont des gens qui sont en réalité au service d'intérêts privés, selon moi. L'Union européenne, c'est une oligarchie. Elle n'est pas au service des peuples. Ça n'est pas vrai. Elle est au service de puissants lobbies qui manipulent absolument tout là-bas. Et là, il fallait faire plaisir, prendre des services, j'imagine. Et pour moi, la création des 28 juges, c'est ça. Et je n'hésite pas à le dire publiquement. Puisque, après tout, dans cette réunion publique, dans cette réunion à laquelle j'ai participé, il y avait d'autres parlementaires et ils pourraient attester de la réalité de mes propos. Voilà, alors la bonne nouvelle, c'est qu'il ne faut pas se décourager. Comme vous le voyez, quelquefois à la marge, on arrive à faire reculer l'Union européenne, on arrive parfois à l'obliger à se justifier, c'est le cas sur la directive détachement, et puis parfois on arrive carrément à faire capoter des choses. Hein. Le TAFTA, on ne sait pas finalement s'il verra le jour ou pas. Le TAFTA, ce projet de traité transatlantique de libre-échange entre l'Union européenne et les États-Unis. Et c'était l'une des priorités de M. Juncker. Quand il est arrivé, son premier discours, c'était pour dire « le TAFTA, c'est une priorité ». Et c'était aussi une priorité du président Obama. Alors, il voulait s'entendre pour signer cette affaire-là fin 2016 au plus tard. Et je crois pouvoir vous dire que là, c'est loupé, hein, de la vie générale. On a tellement fait de scandales mérités autour de cette affaire qu'ils sont en train de reculer, hein, ils sont en train d'hésiter sérieusement. Et on leur a fait du mal parce que lorsque le Parlement européen a envoyé une délégation de 8 parlementaires à Washington pour rencontrer les négociateurs américains, j'ai réussi, au prix d'un petit stratagème dont je vous fais grâce,
à me faire élire parmi ces 8 parlementaires, ce qui n'était pas prévu, vous imaginez bien. Et donc j'ai pu aller rencontrer ces négociateurs et leur poser directement des questions gênantes en matière d'agriculture. Alors là, les Américains sont très brutaux, hein. Selon eux, leur poulet est de meilleure qualité, moins cher que le nôtre. Bon, on en parlait des poulets, c'est essentiellement du roi. Et donc, ils ne veulent pas nous faire de cadeaux, hein. Ils veulent bel et bien envahir notre marché. Et puis, j'ai posé une question sur les appellations d'origine protégée, puisque l'Union européenne, à ce moment-là, essayait de nous faire croire que c'était gagné, qu'on allait les protéger, les laisser tranquilles, etc. Et là, pas du tout, hein. Le négociateur américain m'a dit de la façon la plus claire, nous sommes contre les appellations d'origine protégée. Pour nous, il ne devrait exister que les marques, c'est tout. Les marques suffisent, ce sont ses propres paroles. Et il s'est moqué de moi. Vous êtes français, forcément vous les défendez, vous en avez beaucoup. Mais sachez que sur les pays européens qui négocient avec moi, il n'y en a que 8 sur 28 qui défendent réellement les appellations d'origine protégée. Et ça vous montre aussi que l'Union européenne, ce n'est pas un bon système. Dans ce système-là, lorsqu'on a le malheur d'être dans la minorité, on n'est pas défendu. On n'est pas défendu et nos intérêts vont être mal défendus. Alors, on a fait pas mal de bruit hein, avec cette affaire. Les opinions publiques étaient déjà inquiètes, en France, en Allemagne aussi. Et du coup, maintenant, vous voyez que les gouvernements commencent à reculer. Monsieur Valls commence à dire que finalement, le TAFTA, c'est pas une si bonne idée que ça. Ne faites pas d'illusions. C'est parce que l'opinion publique, maintenant, fait peur. Et on a joué notre rôle pour contribuer à lui ouvrir les yeux. Donc ça, je crois qu'on est en train d'aller, peut-être, il faut rester prudent, peut-être vers une victoire. Je n'exclus pas qu'on arrive à faire capoter le TAFTA. Voilà, donc voilà des exemples de ce que nous faisons. Je voudrais terminer par une considération plus générale sur les forces qui sont en présence. Vous savez que parfois, en France, on cherche à nous faire croire que la grande division qui est toujours opérationnelle, c'est la division entre droite et gauche. Bon, elle a été opérationnelle pendant des années, c'est vrai, mais elle ne l'est plus. Et la meilleure preuve, c'est que dans ce schéma-là, on ne sait plus très bien où mettre le Front National, puisque nous sommes manifestement une troisième force, et la force qui monte en plus, qui est même la première, il faut bien le dire. Alors en réalité, c'est parce qu'on est en train de changer de paradigme. Hein. La véritable opposition de nos jours, ça n'est plus entre la gauche et la droite, c'est entre les patriotes et les mondialistes. Les mondialistes qui veulent l'Union européenne parce qu'ils ont bien compris que l'Union européenne, c'est au service de la mondialisation ultralibérale des échanges, donc c'est ce qu'ils veulent. Et dans ce camp-là, il y a pratiquement tous nos adversaires. Alors bien sûr, les sarkozystes, inutile de vous le dire, les sarkozystes votent comme un seul homme avec empressement toutes les décisions ultralibérales de l'Union, il faut le savoir. M. Sarkozy essaye de nous faire croire le contraire dans ses discours à usage interne, mais c'est tout à fait faux. Sarkozy dit n'importe quoi pour se faire réélire. Mais c'est le cas aussi des socialistes. Hein. Les socialistes ont complètement renié leur doctrine d'origine et sont complètement acquis maintenant par leur vote, en tout cas à l'ultralibéralisme. Il faut voir les choses en face. Ils sont tous dans le camp des mondialistes. Alors les patriotes, c'est qui? Les patriotes, c'est essentiellement, c'est nous. C'est nous et nos partenaires européens. Mais on n'est pas seul parce qu'on est en train finalement de devenir majoritaire dans la société française. On est déjà pratiquement à 1/3 des voix dans beaucoup de régions. Parfois plus, regardez en PACA, regardez dans le Nord, dernière régionale, on a dépassé les 40% à nous seuls. Et ce qu'il faut bien vous dire, c'est qu'on a encore près de 10 mois pour nous améliorer et pour atteindre la barre fatidique des 50%. Et on peut y arriver parce que nous allons forcément être aidés par les événements qui vont survenir. Tous les événements qui surviennent à l'heure actuelle vont dans notre sens. La crise migratoire, la crise de l'euro, le Brexit, l'annulation de l'élection présidentielle en Autriche, ça commence à faire beaucoup, croyez-moi. Et la presse officielle, les médias officiels ne pourront pas, longtemps encore, travestir la réalité des problèmes et la réalité de la situation. Donc, je pense, moi, j'en ai l'intime conviction que, évidemment, à condition qu'on continue tous ensemble à travailler dur, comme va le faire Jean-Claude en lançant son collectif tout à l'heure, eh bien, à cette condition-là, on peut y arriver. On peut prendre les rênes de notre pays et redresser la France en 2017. En tout cas, c'est le message que je suis venu vous donner aujourd'hui. Merci de votre écoute.